Bonjour. Nicolas Courtier, Laura Bechadergue, Vincent Ferrara. Nous intervenons ensemble sur le sujet de la compliance des données au travers l'exemple du RGPD et je reconnais quelqu'un que je n'avais pas vu, et de la valorisation des données parce que dans un cadre tel que celui dans lequel nous intervenons aujourd'hui pour les entreprises et les professionnels, c'est l'objectif et de mon point de vue, l'objectif principal. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans les entreprises, évidemment, là, avec comme objectif principal de respecter des normes, mais de créer de la valeur. Et le mieux, c'est de faire que ces choses-là se rejoignent, c'est-à-dire que vous créez de la valeur en respectant des normes. C'est ce dont on va parler. Donc, nous intervenons ensemble parce que nous sommes partenaires dans une association pour, au sujet du RGPD, offrir des prestations de mise en conformité, d'assistance aux délégués à la protection des données, ou DPO, hein, on le dit en français, on dit l'acronyme en anglais, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est la CNIL, mais je pense que c'est une bonne idée. Et aussi, évidemment, donc, nous prenons en direct des missions de DPO. Donc ça fait depuis 2017 qu'on est sur le sujet. Le RGPD a été voté en 2016, il est entré en application en 2018. Donc on commence à accumuler une certaine expérience à ce sujet-là. On va vous en parler dans la deuxième partie de l'intervention. On va vous donner des exemples sur les concrétisations techniques de tout cela dans la troisième partie de l'intervention, parce que justement, on intervient en commun des personnes qui ont une compétence technique et nous qui avons, on l'espère, une compétence juridique. Mais c'est toi qui fais passer les slides ou pas? Voilà. Alors vas-y, s'il te plaît. Alors vas-y, affiche tout, c'est bon. Donc, pourquoi parler de valorisation de la donnée? Parce qu'il y a réellement, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais en tout cas, nous, on en a acquis une certitude, et on n'est pas les seuls, une bascule de la valeur des organisations dans l'immatériel. Hein, alors les deux exemples qu'on donne systématiquement, parce que c'est les plus gros, c'est les plus marquants, c'est Airbnb et c'est Uber. Hein. Airbnb loge des populations dans le monde entier, mais ne possède pas les appartements. Uber véhicule des personnes dans le monde entier, mais ne possède pas les voitures. Donc là où la valeur était avant dans l'outil de production, il y a eu la même évolution qu'en informatique, où dans les années, jusqu'à la fin des années 70, milieu des années 80, la valeur était dans les systèmes informatiques, ça coûtait très cher de mettre tout ça en place. Puis ça s'est relativisé, il y a eu des économies d'échelle, c'est devenu moins cher. On a basculé sur une valeur qui était dans ce qui permettait de faire tourner l'informatique, c'est-à-dire la valeur du logiciel. Et puis aujourd'hui, il y a énormément de logiciels qui sont purement et simplement gratuits. Hein, par exemple, les applications, la plupart, vous ne les payez pas. Et où est la valeur? La valeur est dans la donnée, la valeur est dans l'information, on peut l'appeler d'une manière ou d'une autre. Mais ça concerne pratiquement toutes les organisations. Et le droit, lui, il est totalement à la remorque, parce que on ne peut pas, ça serait d'ailleurs très très dangereux de le faire, c'est une bonne chose hein, que le droit soit à la remorque. Les pays où le droit est en avance, ça s'appelle des dictatures, où le droit décide comment la société va évoluer. Au contraire, le droit doit être en retard et essayer d'évoluer, d'être à la suite des évolutions technologiques et de la société. Donc, on a un problème parce qu'on a ce que nous, juristes, on appelle des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de volume de données, mais on ne sait pas toujours comment les protéger. Alors quand ces données sont matérialisées dans un brevet, sont matérialisées dans une marque, on sait faire. Ça, depuis longtemps. Une base de données, on a des textes depuis le début des années 2000, en gros, mais ça s'appelle le droit des producteurs de bases de données. C'est assez difficile à employer. Alors petit à petit, il y a des législations qui viennent encadrer toutes ces choses-là. On a eu en juillet dernier, donc vous voyez c'est très récent, une loi sur le secret des affaires qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle fait peur à certains journalistes. Il y a un débat qui est important, mais du point de vue du juriste d'affaires que je suis, on a enfin un texte pour venir combler ce trou qu'on avait entre ce qui était protégeable par la propriété intellectuelle ou la propriété industrielle et ce qui relevait du droit de la concurrence. Mais tout ce qui était dans les entreprises
et qui relevait simplement d'informations qu'il fallait protéger, mais qu'on ne pouvait pas matérialiser dans une marque, dans un brevet, etc., on n'avait rien, on a maintenant le secret des affaires. Et puis il y a une catégorie de données qui est devenue de plus en plus importante, qui sont les données à caractère personnel, parce que c'est effectivement toute une économie qui s'est construite autour de ça avec Google en tête et très en avance sur tout le reste, mais de plus en plus d'organisations utilisent les données personnelles d'une manière ou d'une autre. Il y a une vraie prise de conscience qui est intervenue à ce sujet-là avec la grande claque dans la figure qu'on a tous pris avec l'affaire Snowden. Et l'Europe, qui était en train de discuter de tout ça, a décidé de légiférer sur les données à caractère personnel, d'arriver à sortir un texte. Ils avaient du mal à le faire. L'affaire Snowden a été le révélateur de tout ça, et c'est le RGPD. Donc le RGPD, je vais passer au slide d'après, on va vous en parler, parce que c'est un de ces outils des objectifs de la valorisation. Il faut voir ces textes, bien entendu, on ne va pas se cacher, c'est une contrainte. Un texte de plus, c'est ce qu'on entend, encore un texte, encore quelque chose à mettre en œuvre, encore des règles qui sont compliquées, avec l'obligation de faire appel à des gens comme nous, et donc de les payer, pour devoir faire ça. Ça, c'est l'aspect négatif. Il y a au moins deux aspects positifs dans ce texte. Le premier, c'est que c'est un des rares textes qui s'applique à toutes les entreprises et qui concerne aussi l'entrepreneur ou les salariés à titre personnel de la même manière. Là, on joue tous dans les deux camps. On est tous concernés par les données à caractère personnel dans nos activités professionnelles avec effectivement des contraintes à respecter. Et on est tous concernés par les données à caractère personnel dans notre vie quotidienne avec la volonté d'en conserver la maîtrise, etc., etc. Mais l'autre chose importante, c'est que cette masse considérable d'informations qui, de plus en plus, devient une partie de la valeur des organisations, elle n'a cette valeur. Elle ne peut avoir cette valeur reconnue que si les règles qui s'appliquent à ce type de données sont respectées. Et c'est le but de notre intervention aujourd'hui. Si vous vendez une base de données, je ne parle pas de données personnelles, si vous vendez une base de données et que vous n'êtes pas capable de justifier de la législation sur le droit des producteurs de bases de données, qui est, si vous voulez, à double entrée, c'est à la fois une législation pour vous protéger si on vous vole votre base de données, mais c'est aussi une législation quand vous allez vouloir vendre soit la base, soit l'entreprise qui contient la base. Et dans cette entreprise qui contient la base, eh bien, cette base a de plus en plus de valeur, c'est de plus en plus quelque chose d'important. Votre acheteur, votre banquier pour vous prêter de l'argent, le fonds pour faire une levée de fonds, il va vous dire, mais est-ce que vous avez respecté toute la législation pour que moi, si j'acquiers cette base de données, je puisse la protéger, et donc quelle est la valeur à travers cette protection ? C'est la même chose en matière de secret des affaires. Je viens de vous dire qu'il y avait une loi sur le secret des affaires qui avait été votée en France en juillet 2018, entrée en vigueur en France en juillet 2018 à la suite d'une directive européenne. Il y a des critères pour que le secret des affaires soit reconnu. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous estimez que vous avez des secrets des affaires à protéger, renseignez-vous par vous-même, ou vous voyez des gens affreux comme moi pour avoir l'information. On va vous expliquer quels sont les critères à respecter pour qu'effectivement vous puissiez protéger vos secrets des affaires. Et pour les données personnelles dont on va vous parler, on vous en a énormément parlé dans la presse, etc., à travers les sanctions. Ça n'a aucun sens de parler à travers les sanctions, sauf si effectivement, mais je ne l'ai pas reconnu, il y a M. Zuckerberg dans la salle, mais je ne crois pas. Donc lui, effectivement, il risque de grosses sanctions à travers le RGPD, ce genre d'organisations qui font tout et n'importe quoi avec nos données. Dans des organisations que je qualifierais de plus normales, c'est pas, le risque maximum, ce n'est pas la sanction de la CNIL. La plupart du temps, elle va venir pour vous aider, la CNIL. Le risque maximum, c'est de ne pas arriver à valoriser votre entreprise parce que vous n'avez pas fait les choses correctement, vous n'avez pas respecté les règles, et que le jour où, encore une fois, vous allez subir un audit, vous allez subir des due diligence, vous allez discuter avec un acheteur, vous allez discuter avec un fonds, c'est la même litanie, eh bien, c'est intégré depuis longtemps maintenant dans les analyses qui sont faites avant les levées de fonds, par exemple, ça s'appelle les due diligence.
vous avez des auditeurs qui viennent et qui regardent, est-ce que vous êtes en compliance, est-ce que vous êtes conforme au RGPD, qu'est-ce que vous avez fait pour le faire, et c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être conforme au RGPD. Vous allez avoir la chance d'avoir un petit cours théorique RGPD. Alors, moi, j'ai décidé de commencer par vous parler des origines du texte, parce que je trouve que c'est intéressant. Donc, Nicolas a déjà évoqué quelques points. Pourquoi on a adopté cette loi qui est quand même assez contraignante à la base? C'est déjà parce qu'il y a l'émergence de nouveaux risques. Donc là, j'ai pris des articles au pif, entre guillemets, dans les 2 dernières semaines, je crois. Voilà, je pense que vous en voyez passer régulièrement. Les atteintes, en fait, et les risques pour les personnes, ils sont réels. Et ils sont de plus en plus nombreux, c'est-à-dire fuite de données, usurpation d'identité, peu importe les types de risques, on sait que depuis le début des années 2000, ils sont en constante augmentation. Donc, il y avait déjà cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a un risque réel pour les personnes. Ensuite, il y a, on l'a parlé un petit peu, un scandale de politique internationale, c'est-à-dire que le RGPD, c'est un texte qui était un petit peu dans les tiroirs de l'Union européenne, et finalement, avec l'intervention d'Edward Snowden, que je pense que vous connaissez tous, que non seulement on était prêt à faire un marché d'échange de données, de libre circulation des données sur le territoire, également d'appliquer cette législation en dehors des frontières de l'Union européenne, c'est ça l'extraterritorialité, donc c'est-à-dire poser un principe selon lequel les sociétés américaines sont elles aussi concernées par la législation à partir du moment où elles traitent des données de citoyens européens. Donc ça, c'est, on va dire, le point fort et le petit bras de fer qu'il y a entre l'Union européenne et les États-Unis depuis quelques années. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, voilà, c'est un des points importants qui a permis l'adoption de cette loi. Et évidemment, on en a parlé un petit peu, mais le développement de services, en fait. C'est-à-dire que pourquoi encadrer les données? On voit qu'il y a non seulement des sociétés, on en a un peu parlé, qui ont fondé entièrement leur modèle économique sur l'exploitation de données à caractère personnel. Il y a également des nouvelles choses qui sont en train de se développer comme l'Internet des objets, qui sont des producteurs massifs de données à caractère personnel également. Et donc, la législation, elle permet un cadre aussi pour permettre aux acteurs économiques d'opérer en toute légalité. Parce que tant qu'il n'y a pas d'encadrement, eh bien, ils ont un risque de se faire retoquer. Alors, je vais essayer d'aller vite sur les notions, mais je pense que c'est important quand même d'en parler. D'abord, le RGPD, c'est un changement de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé dans l'ère de l'accountability. Vous avez certainement déjà entendu ce terme, donc j'ai mis la petite définition. Mais en fait, on va dire que c'est être capable de prouver en continu qu'on est conforme, rendre des comptes en fait. Si on devait le traduire, ça serait rendre des comptes en continu. Et pour le RGPD, c'est important parce qu'en fait, avant, sous la directive de 95, il y avait ce qu'on appelle la déclaration préalable. Donc, c'est-à-dire que quand on était responsable de traitement, on allait sur le site de la CNIL ou remplir un formulaire en disant voilà, je fais une newsletter, je traite les données comme ci, comme ça, je les sécurise comme ça. Et la CNIL nous disait ok, bah c'est bon, votre traitement est conforme. Et c'était à l'instant T, tandis que maintenant, on est dans un contrôle a posteriori, ce qui fait que en fait, vous n'avez pas à déclarer, donc c'est plutôt bien, vous faites un peu ce que vous voulez, il n'y a pas d'autorité qui soit là pour contrôler ce que vous faites, mais elle peut venir vous contrôler a posteriori, ce qui fait que vous devez sans cesse montrer votre conformité, être prêt, entre guillemets. C'est-à-dire, demain, une autorité de contrôle tape à votre porte, que vous ayez l'ensemble des obligations remplies, ou du moins le début de la démarche de conformité qui soit en cours. Donc ça, c'est quand même un des changements principaux. Évidemment, je pense que c'est important de, rapidement, mais on parle beaucoup de données à caractère personnel depuis le début de cette présentation, et c'est une définition large, c'est-à-dire données à caractère personnel, c'est tout ce qui identifie, toute information, qui est liée directement ou indirectement à l'individu, personnes physiques. Donc les personnes morales, les sociétés n'ont pas de données à caractère personnel. Et indirectement, là, on tombe dans des catégories très larges, parce que le premier truc auquel on pense, c'est le nom, le prénom, l'adresse. Mais ça peut être, voilà, là je donne un exemple, mais les réponses d'un candidat à un examen ont pu être considérées comme des données à caractère personnel, puisqu'indirectement, elles étaient reliées à cette personne. Vous voyez, donc c'est tout ce qui permet d'identifier quelqu'un, donc voilà. Par recoupement. Si vous avez des informations qui ne sont pas des données à caractère personnel, vous en avez d'autres qui ne sont pas des données à caractère personnel, c'est-à-dire que j'ai la liste chez le vétérinaire et j'ai le nom des chiens, si je croise la liste du vétérinaire avec le nom des chiens, je vais savoir à qui appartient le chien, et le nom du chien va devenir une donnée à caractère personnel. Donc le problème, c'est pas ce qu'on voit de prime abord, mais c'est cette agrégation entre des masses de données
et les outils qui vont permettre de les traiter. On n'aurait pas fait le RGPD s'il n'y avait pas eu le big data et les algorithmes. Le problème, ce n'est pas la liste des carnet à spirale de restaurateurs pour noter le nom des gens qui vont dîner ce soir, qui est une donnée, ce qui est un traitement de données à caractère personnel. Voilà. Sauf quand on ne s'adhère, parce que, je donne toujours le même exemple, quand j'ai offert à mon fils une salle de gym, et qu'ils ont ouvert le tiroir où il y avait l'informatique pour l'inscrire, au bout du tiroir, il y avait une constellation de post-it avec le nom de tous ceux qui avaient des échéances en retard. Dans une petite ville, vous en connaissez forcément. Ça, c'est ce qu'on appelle une faille de données personnelles, une création de données personnelles. Donc, c'est tous ces recoupements, c'est toutes ces choses-là qui font que, avec les croisements de toutes les bases, on va avoir de plus en plus de traitements qui vont entrer sous le coup de cette législation. Et je rebondis du coup pour définir ce qu'est le traitement, parce qu'on entend parler de traitement. Traitement, c'est toute opération. Voilà, j'arrête là. Vous pouvez faire un point, c'est pareil. J'exagère, mais c'est collecte, stockage, enregistrement, copie, effacement, enfin toute action que vous allez faire. Donc encore une fois, on a voulu faire une définition extrêmement large. Et enfin, le responsable de traitement. Donc voilà, c'est la personne qui, elle, détermine la finalité et les moyens de ce traitement. Pourquoi je collecte et par quels moyens je collecte. Donc en général, la personne morale, parce que ça, les Français ont tout à fait mal. Quand on parle de responsable en France, en général, c'est une personne publique. On dit, je veux voir le responsable, on ne donne pas le numéro de cabis. Donc là, c'est la personne morale qui, évidemment, va avoir un représentant, mais tous ceux qui en sont joués à se faire peur en disant, mon Dieu, il y a des sanctions épouvantables contre les responsables de traitement, les pauvres dirigeants d'entreprise. Non, c'est la personne morale qui est responsable de traitement. Pas un particulier, parce qu'il n'est pas concerné par le RGPD, mais une personne physique qui peut avoir une activité professionnelle individuelle. Si votre dentiste n'exerce pas en société, il est personnellement le responsable de traitement des données de ses patients. En plus, sont des données sensibles, sont des données médicales. Mais par contre, la plupart du temps, ça sera la personne morale. Ce sera toujours, oui, en effet, des personnes morales. Alors, pour faire un traitement, le RGPD pose une condition, c'est d'avoir une base légale. C'est-à-dire, on ne peut pas traiter des données à caractère personnel sans avoir une base légale. Et il les énumère, il y en a 6. Je pense qu'il y en a 3 sur lesquels il faut vraiment se concentrer. Les autres, c'est un petit peu soit de l'exception, soit un petit peu bancal, on va dire. Donc, il y a évidemment quand la personne est d'accord pour qu'on traite ces données. C'est pas mal. Il y a également, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles, oui, pour faire un contrat, généralement, on a besoin de données à caractère personnel. Le respect d'une obligation légale, c'est évident. Si la loi vous impose de faire un traitement, vous êtes obligé de le faire. Après, voilà, donc là, sauvegarde des intérêts vitaux, je pense que c'est rare qu'on puisse se fonder là-dessus, à part quand on est je sais pas, ambulancier ou quoi que ce soit, mais pour la plupart des sociétés, c'est pas le cas. Exécution d'une mission d'intérêt public, ça, pareil, c'est plus pour les collectivités publiques et leurs affiliés. Et enfin, le fondement de l'intérêt légitime, qui mériterait, je pense, à lui tout seul, une conférence qu'on ne fera pas, mais qui est on va dire un fondement un petit peu complexe, puisque ça veut tout et rien dire. Et donc, généralement, on va l'utiliser plutôt dans le cadre de quand on ne trouve pas d'autres fondements à notre traitement. Typiquement, la vidéosurveillance. Voilà. Le fondement par défaut, il faut comprendre que si le RIMP a une notion telle que celle-là, c'est parce que, et à mon avis, intelligemment, il y a besoin de soupapes de sécurité, c'est-à-dire de notions qui soient suffisamment malléables pour pouvoir s'adapter à toutes les circonstances et surtout à l'évolution des techniques et des pratiques. Donc la notion d'intérêt légitime, effectivement, c'est d'abord un cadeau pour les juristes, parce que ça nous donne une boulot pendant 10 ans, c'est dire. Mais au-delà de ça, c'est une notion qui était absolument nécessaire pour pouvoir laisser la possibilité aux responsables des traitements de dire je ne rentre pas dans une des catégories, mais je suis capable d'expliquer ce que je fais avec les données, j'ai une bonne raison de le faire. Et ça, c'est la chose la plus importante à comprendre sur ce texte. On n'aura pas le temps de développer là, donc je dis vraiment que 2 phrases. C'est un texte qui n'est pas dans la logique classique dans laquelle les latins en général et les français en particulier abordent le droit, c'est-à-dire j'ai un code, et je vais chercher des réponses dans le code, le rapport qu'on a à la loi en général. Là, c'est un texte de droit européen avec une logique de droit européen qui est tout à fait différente. C'est de dire, je vous donne des modes de fonctionnement et je regarderai le résultat de ce que vous avez fait par rapport aux moyens que vous vous êtes donnés. Parce que, par exemple, sur les failles de sécurité, on peut toujours trouver plus fort que soi.
mettez en place une sécurisation d'un système informatique, si c'est les services sociaux qui s'y attaquent, ils passeront toujours. Si vous avez une entreprise qui ne travaille pas avec la défense, il y en a un certain nombre dans tout le monde, mais aussi qui ne travaille pas avec la défense, vous n'avez pas besoin d'avoir un système de sécurité qui soit destiné à vous protéger des États. Déjà, vous protégez du gamin derrière son écran, c'est pas mal, et surtout du concurrent. Donc, si vous avez mis en place des sécurités suffisantes, eh bien, vous avez respecté ce que vous demande le texte en matière de sécurité, et si un jour vous avez une violation de sécurité, vous avez 72 heures pour le déclarer à la CNIL, et là, la CNIL va venir et va regarder. Vous avez fait ce que vous avez pu, et vous avez quand même subi des violations de données, vous êtes une victime, on va vous aider. Par contre, c'était la pétaudière, rien sécurisé, c'était ouvert aux 4 vents, là, vous avez fait des fautes, on va vous sanctionner. Donc voilà, c'était juste cette petite limite. On est sur un texte qui, de mon point de vue, dans une démarche très positive, qui est de dire, on vous demande d'aller vers le respect de tous ces principes dont Laura vous a parlé tout à l'heure, et c'est la démarche vers ces principes qui va être regardée, et pas de savoir, comme sur la route, est-ce que vous avez franchi la ligne blanche ou est-ce que vous n'avez pas franchi la ligne blanche. Alors justement, en parlant des principes, on est tellement synchro. Alors, principe de loyauté, on a essayé de, là j'ai essayé de vous condenser un petit peu tout ce qu'il y a dans le RGPD, qui est en plus, on l'a pas dit, mais un texte extrêmement long. Voilà, je le dis. Donc c'est difficile de parler de tout dans une petite présentation comme ça. Donc premièrement, on a un principe de loyauté. Donc ça, c'est évident, c'est-à-dire on est loyal au moment où on collecte les données et au moment où on les traite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, on dit à la personne qui on est, on n'utilise pas de manipulation ou quoi que ce soit quand on collecte les données. Et surtout, quand on les traite, on ne les utilise pas, on ne détourne pas la finalité. Si je vous dis non, donnez-moi votre numéro de carte bancaire, c'est juste pour l'achat sur Amazon, mais que derrière, je l'utilise pour 40 autres traitements dont vous n'êtes pas au courant, on va pouvoir considérer que vous n'êtes pas loyal dans votre traitement. Également, principe de proportionnalité. Donc, dans le RGPD, souvent, on parle de minimisation. Ça veut dire, en fait, on va essayer d'être proportionnel, de collecter uniquement ce dont on a besoin. Voilà, là encore, je pense que tout le monde a des exemples. Si vous adhérez dans un club de tennis, peut-être que vos origines raciales ou votre numéro de sécu ou certaines informations ne sont pas nécessaires pour cette inscription. Donc, on essaie de ne pas collecter tout ce qui passe, mais au contraire de se poser la question de la collecte. Sachant qu'il y a un autre terme qui renvoie un petit peu à cette idée que vous avez certainement déjà croisée, qui est le privacy by design. Et ça rejoint aussi cette idée, c'est-à-dire on va essayer de penser la protection des données, mais dès le départ. Quand on crée quelque chose, un nouveau service, un nouveau traitement, d'essayer de se dire, je prends en compte cet aspect-là, que ce soit d'un point de vue technique, de collecte, etc. Ensuite, on a le principe de licéité. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Il faut que mon traitement soit légal. Pour être légal, il y a 6 bases légales. Voilà, je ne vais pas revenir. Et principe de transparence. Donc ça, moi, c'est ce que je mettrais dans l'exercice des droits, c'est-à-dire on est transparent vis-à-vis de la personne. Qui soit légal et qui respecte le reste de la législation. Ah oui. Principe de licéité. Si je monte un principe et que je respecte parfaitement les données à caractère personnel du client, ça ne sera pas légal. Il faut d'abord respecter la totalité de la législation et ensuite respecter le RGPD sur les données à caractère personnel. Tout à fait. Donc, transparence, comme je disais, ça va être plus dans la relation avec les personnes, c'est-à-dire, on est transparent déjà, on énonce qui on est. Si la personne a un besoin d'informations sur ce traitement, on lui donne. Et c'est là que vous avez toute une liste de droits que les personnes ont sur leurs données. Ça va être de les modifier, d'y accéder, de demander l'effacement dans certaines conditions. Donc, on va dire qu'on est transparent, c'est-à-dire on permet à la personne cette relation avec le responsable de traitement. Ça, c'est important aussi. Et enfin, principe de sécurité. Donc, il y a un article dans le RGPD qui explique que le responsable doit mettre en place des mesures appropriées, des garanties de sécurité. Et là, c'est une liste très longue. Après, ça nécessite en effet un travail sur le terrain, mais c'est-à-dire de réfléchir à comment je peux les sécuriser. Ça peut être des mots de passe. Enfin, voilà, je ne vais pas faire la liste ici, mais vous avez l'idée. Voilà. La nature de vos traitements, en réalité, si vous voulez, le RGPD, il va s'appliquer de façon extrêmement légère quand ce sont des traitements qui ne rentrent pas dans une de ces 3 catégories. Ceux qui vont porter sur des masses de données très importantes, des volumes de données très importants,
ceux qui vont porter sur des traitements complexes. Concrètement, vous allez utiliser des algorithmes, vous allez croiser les données, vous allez rapprocher les bases de données, et ceux, troisième catégorie, qui vont porter sur des traitements qui contiennent des données sensibles. Les données sensibles, c'est celles sur lesquelles on va porter beaucoup plus d'attention, médicale, raciale, politique, sexuelle, religieuse, etc. Alors, quelles sont les obligations du responsable de traitement? Parce qu'il y en a. Alors, la première, le registre des traitements. Pareil, je pense que vous avez peut-être croisé ce terme. En réalité, ce n'est pas une obligation du RGPD, mais on va dire qu'il est fortement recommandé, sachant qu'il y a bon nombre d'outils, et on reviendra là-dessus un peu plus dans le détail tout à l'heure, d'en faire un, parce que ça permet en effet de déjà avoir le compte des traitements qu'on a et d'assurer la conformité, de prouver qu'on a fait sa démarche. Voilà, si on a un registre à montrer, c'est que déjà on est dans une démarche. Il y a ensuite gérer la sous-traitance et la co-traitance. Donc ça, c'est une obligation extrêmement importante qui est posée par cette législation, c'est qu'on est responsable de son sous-traitant de données à caractère personnel. Ça veut dire que je ne peux pas prendre des données, prendre une plateforme d'hébergement ou peu importe, hein, je veux dire quelqu'un qui va les traiter pour moi et ne pas me poser de questions. Voilà, ce n'est pas possible. La loi vous donne une responsabilité et donc il va falloir encadrer la relation avec son sous-traitant par des clauses contractuelles spécifiques, prévoir peut-être des audits. Enfin voilà, il va falloir s'en occuper et demander à son sous-traitant. Je ne parle pas de la co-traitance d'ailleurs, puisque c'est pas un sujet extrêmement important, c'est plutôt anecdotique. Notifier les violations, donc on en a parlé un petit peu. Quand on a une violation de données, ben, on a une obligation, dans certains cas, mais bon, souvent, de notifier à la CNIL. Et on a un délai très court, qui a fait très peur, parce qu'en effet, on a 72 heures. Donc, c'est assez court. Mais c'est une des obligations qui est posée. Réaliser des analyses de risque. Donc là, peut-être aussi, vous avez entendu parler de PIA, d'AIPD, d'analyse d'impact. Enfin, je ne sais plus, je crois qu'il y a 50 termes à peu près, mais c'est la même chose. C'est donc, tout simplement, pour les traitements qui présentent un risque, donc il y a une liste posée par la CNIL, d'analyse obligatoire, eh bien, on va faire cette analyse et c'est un document assez conséquent. On va se poser énormément de questions d'un point de vue juridique, technique. Moi, c'est un document assez conséquent, mais qu'il faut dédramatiser aussi. Parce que tout ça, c'est toujours proportionnel. D'abord, les analyses de risque, elles ne sont nécessaires que quand on a des traitements qui peuvent présenter des risques. Et je ne répète pas, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, dans les 3 dimensions dont je vous ai parlé. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on avait ces données à caractère personnel qui sont traitées par la loi depuis les années 70. En France, c'était la loi de 78. Les données à caractère personnel, c'est toujours les mêmes. La seule chose qui est apparue réellement, c'est la biométrie. Là, effectivement, il y a une explosion de la biométrie. Et pour le reste, c'est toujours la même chose. Les principes qu'on a définis dans les années 70, c'est toujours ceux qu'on veut faire appliquer. Si on a pris un nouveau texte, c'est parce que les techniques et l'ampleur des traitements a changé. Donc le législateur européen, il n'a pas réinventé les choses. Il a fait un texte pour que les principes sur lesquels on était déjà tous d'accord en Europe, il faut bien préciser en Europe, parce que c'est loin d'avoir quelque chose qui est mondial, mais grâce à ce RGPD, on est en train de diffuser cette notion de valeur, pas du tout partout dans le monde, mais en tout cas dans beaucoup de pays. Par exemple, vous avez le Japon qui a, l'année dernière, aligné sa législation sur la législation européenne. Donc, on avait ce problème de dire on veut que ces valeurs continuent à être respectées, ces principes qu'on avait établis continuent à être respectés, mais on n'y arrive absolument plus avec les textes des années 70 parce qu'ils sont en complet décalage avec l'évolution des techniques. Donc, l'Europe est allée faire son shopping en quelque sorte dans l'état de l'art, dans tout ce qui existait et qui allait pouvoir être utilisé pour que de nouveau on fasse respecter ces principes et ces valeurs. Et donc, les études d'impact, ça en est le meilleur exemple. Les études d'impact, les informaticiens font ça depuis très longtemps. C'est quoi? C'est je monte un système informatique, je monte quelque chose, et je veux regarder si par rapport à un certain nombre de critères, quel impact ça va avoir. Donc on a pris cette méthodologie qui était très très bien connue des informaticiens depuis longtemps, et on l'a mise en œuvre. Donc vous avez une liste de questions, tout ça c'est pas si dramatique que ça, c'est technique, vous avez une liste de questions, vous allez devoir vous les poser par rapport à votre traitement, et là de deux choses l'une. Ou bien vous identifiez des risques et vous êtes capable de dire j'ai un risque de fuite de données parce que des données sont sensibles, elles peuvent intéresser quelqu'un, je suis capable de mettre de la sécurité informatique qui répond à ce risque, et vous pouvez mettre en œuvre votre traitement.
ou vous n'êtes pas capable d'apporter ces réponses, et là, vous n'avez pas le droit de mettre en œuvre le traitement. C'est à ça que ça sert. Tout à fait. Après, vous avez l'obligation d'établir des durées de conservation, puisque nous, c'est ce dont on se rend compte sur le terrain, c'est qu'en fait, la plupart du temps, on récolte plein de choses, et puis on les met dans un placard, et puis voilà. Ça s'arrête là. Et on a des choses qui datent d'il y a 40 ans. Ah bon, je savais pas, j'avais toutes les cartes vitales. Bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est une obligation. C'est on ne peut pas conserver éternellement. Il faut définir une durée, soit en se basant sur la loi, soit en se basant sur la pratique, et avertir la personne qu'on va conserver pour cette durée, et le faire, évidemment. Et enfin, il y a l'obligation de désigner un DPO. Donc, j'ai mis un petit point d'interrogation parce que on peut souvent se poser la question, est-ce que je dois désigner un DPO? Alors, si on lit vraiment la loi, bon, oui, si vous êtes une autorité publique. Voilà. Oui, si vous faites un suivi régulier et systématique à grande échelle, bon, c'est quand même pas beaucoup d'acteurs, et oui, si vos activités, c'est aussi un traitement à grande échelle, mais de données sensibles. Voilà. Dans ces 3 cas, c'est obligatoire, mais bon, nous, on estime quand même que, et on a beaucoup de clients qui nomment quand même un DPO, pour plein de raisons. Enfin, déjà parce que c'est une personne qui va vous permettre d'avoir une représentation auprès de la CNIL et auprès des personnes. C'est quelqu'un qui va avoir une certaine indépendance, qui va pouvoir informer, conseiller, faire des recommandations, qui va être l'acteur au milieu de l'entreprise pour faire de la sensibilisation auprès des salariés. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même, il ne faut peut-être pas attendre d'être dans ces 3 cas pour désigner, sinon vous allez peut-être avoir des difficultés à faire votre conformité. Mais si jamais, pour des raisons, peu importe les raisons, ce n'est pas possible de désigner un DPO, dans ce cas-là, à minima, faire une désignation d'un référent RGPD, c'est-à-dire quelqu'un qui va se saisir du sujet et voilà, commencer cette démarche de la conformité. Et on va passer un petit peu plus dans la pratique avec Vincent. Merci bien. Voilà, donc moi je vais m'axer sur les différentes étapes de la conformité au sens pratique, tel qu'on le voit dans les différents projets que l'on rencontre dans nos missions auprès des entreprises. En fait, je suis consultant et au sein des équipes de NetSystem et de DPO System, j'interviens sur ce domaine-là à 2 niveaux. J'interviens d'une part à la demande de fonds d'investissement sur des phases d'audit, sur l'évaluation du système d'information, par exemple pour des levées de fonds ou pour faire une évaluation vis-à-vis dans le cas où il y a des reprises d'entreprise. Et puis ensuite, j'interviens aussi pour la mise en conformité du RGPD en fait, pour nos clients. Voilà. Première étape, on va d'abord parler de la mise en conformité. C'est une obligation de la CNIL et c'est une recommandation forte, c'est la sensibilisation. Sensibilisation de tous les acteurs, des directions, des responsables de service et de tous les collaborateurs. Même ceux qui ne manipulent pas forcément de l'information, on va dire directement derrière des écrans, mais qui sont aussi amenés à manipuler ou à communiquer sur l'information de l'entreprise. Pourquoi c'est un élément fort? Parce que de toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le rapport coût-efficacité de la formation, de la sensibilisation, il surpasse tous les autres. On aura beau mettre en place des solutions techniques, des divers processus, etc. C'est vraiment la sensibilisation et des actions répétées qui auront les meilleurs effets. Donc, ça peut se faire de différentes manières et selon en fait, la diffusion que l'on veut avoir auprès des différents acteurs de l'entreprise, des différents collaborateurs, il y a énormément de méthodes entre des formations sur site, du e-learning, etc., de la vidéo, des quiz, de l'affichage. Autre élément qui est important, dans la phase, on va dire si on devait suivre un certain nombre de phases, une méthode, une démarche pour la mise en œuvre de la conformité, c'est la cartographie. On l'a évalué, on a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la cartographie sous un axe particulier. Cartographie du système d'information sous un axe particulier. Si je demande à un responsable informatique, cartographiez-moi votre système d'information. Alors, il y a des choses qui vont être intéressantes et qui vont servir dans le cadre du RGPD. C'est d'abord se poser la question, où se trouvent mes données? Où se trouvent mes données, mais au sens physique, la localisation. Physiquement, où ça se trouve. Puis ensuite, en fait, on monte un petit peu les couches. On aime bien, en informatique, parler de couches de systèmes d'information. Ensuite, au-delà de l'aspect purement physique, est-ce que c'est sur des serveurs qui nous appartiennent, des serveurs qui appartiennent à un tiers? Est-ce que c'est dans des applications? Est-ce que c'est utilisé? Par qui c'est utilisé? Etc.
Mais si on pose cette question, souvent, on a comme réponse de la part des responsables informatiques une cartographie des données. Le problème, ce n'est pas tant les données, c'est les traitements, au sens du RGPD. C'est-à-dire qu'une donnée en soi, c'est intéressant de savoir si c'est une donnée à caractère personnel, comme le présentait tout à l'heure Laura. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de dire, cette donnée, elle vient d'où? Elle va où? Elle a quelle finalité? Quel objectif? Et puis cette donnée, je vais la conserver pendant combien de temps? Et pourquoi? C'est ça les questions. Et donc c'est ça les questions qu'on doit mettre à plat au travers de la cartographie. Donc c'est vraiment s'orienter sur les processus, sur les traitements, bien évidemment aussi sur les données. Alors en termes d'outillage, qu'est-ce qu'on peut faire selon la taille de son entreprise? C'est de se dire, j'ai 2 minutes on me dit, c'est bien. Donc on peut très bien faire cette analyse de données à partir d'outils bureautiques type Excel. Mais la plupart du temps, à partir du moment où on est une entreprise de taille moyenne, ce travail-là, c'est un travail plutôt collaboratif. Donc là, sur le marché, il y a un certain nombre d'outils collaboratifs en mode web qui permettent d'élaborer cette cartographie. Et autre étape, c'est de dire maintenant qu'on a les éléments de la cartographie, quel est l'écart par rapport à la réglementation? Et à partir de cet écart-là, sur 3 axes, on travaille sur la feuille de route, c'est-à-dire des actions à entreprendre. Axe juridique, axe technique, axe organisationnel. Et cette feuille de route, c'est un engagement. C'est-à-dire que si on note un écart et que l'entreprise dit, bien, en fin de compte, ça, je vais le résoudre dans un trimestre, et qu'il y a une intervention de la CNIL, on va vous dire, vous avez noté cet écart, ça doit être résolu dans le trimestre, où est-ce que vous en êtes? Donc, s'il y a une incertitude, ce n'est pas la peine de se mettre trop de pression. Hein. Vous pouvez très bien dire, bien, en fin de compte, je vais le résoudre dans 6 mois ou dans 1 an. Mais le tout, c'est de se tenir son engagement vis-à-vis de sa propre feuille de route. Autre point important, c'est la documentation de la conformité. Elle passe par un certain nombre de registres, elle passe par la traçabilité de toutes les actions, de toutes les demandes d'exercice de droit qui peuvent avoir lieu, et en particulier associer ça à des procédures de manière à ce que cette conformité, ça ne soit pas une opération ponctuelle, mais une opération qui perdure dans le temps. Si on doit parler rapidement de la valorisation, encore une fois, en termes d'étapes, première étape, on a identifié les données valorisables. Ensuite, dans cette valorisation, il est important de savoir comment les protéger et se dire, en fait, est-ce que j'ai des sources d'investissement, enfin des sources de revenus supplémentaires? Est-ce que j'ai de nouveaux usages qui peuvent être tirés de la part de ces données? Donc, identifier les données valorisables, c'est d'abord se dire, la donnée, c'est un actif de l'entreprise. C'est-à-dire que si cet actif, si j'ai une entreprise de transport, que j'ai des véhicules, la destruction d'un véhicule, elle a un coût. La reconstitution d'un parc de véhicules, ça a un coût. La destruction des données informatiques, des données à caractère personnel, ça a un coût. La perte de ces données, ça a un coût. La reconstruction de ces données, ça a un coût. Et ça s'évalue. Ensuite, identifier les données selon des catégories de valeurs. Ce que je propose ici, c'est un axe. Enfin, c'est plusieurs axes. Sur l'alignement par rapport à la stratégie, la performance vis-à-vis des clients, une valeur que peut avoir sur le marché. Mais il y a d'autres axes qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un axe de dire j'ai des données anonymes. En face, à côté de ces données anonymes, j'ai des données qui sont identifiées parce qu'elles sont issues de mon CRM. J'ai des données qui sont propriété de l'entreprise, j'ai des données issues des réseaux sociaux. Donc tous ces éléments-là permettent d'identifier l'ensemble des données qui sont valorisables. Enfin, autre point important, c'est la protection des données. D'abord, se dire on est dans un cadre de conformité. Donc la protection, bien sûr, il y a une protection sur les volets techniques à mettre en place. Mais avant tout, c'est de se dire j'héberge des données et sur lesquelles j'ai le droit, j'ai un certain droit pour les héberger et elles sont tout à fait conformes à la réglementation. C'est, on va dire, les éléments de base. C'est-à-dire j'héberge des données, elles sont tout simplement conformes au RGPD. Si on doit aller plus loin dans la protection de ces données, on va s'appuyer, on va peut-être pas gérer toutes ces données tout seul, on va s'appuyer sur des partenaires, ce qu'on appelle des sous-traitants de données à caractère personnel. Ça peut être les éditeurs informatiques, ça peut être les hébergeurs.
Et là, il faut avoir un regard avisé sur le choix de ces différents partenaires. Est-ce qu'ils sont conformes eux-mêmes? Et leur demander est-ce qu'ils sont conformes. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop évoqué les sanctions, enfin on ne les a pas évoquées du tout, mais une perte de données liée à un sous-traitant qui aurait mal considéré cette donnée, il peut y avoir des notions de co-responsabilité. Et dans tous les cas, vous pouvez être accusé de négligence, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait vis-à-vis de votre hébergeur. Est-ce que vous l'avez soumis à des tests d'intrusion? Est-ce que vous l'avez soumis? Est-ce que vous êtes assuré qu'il était conforme au RGPD? Bon. Voilà. Un certain nombre de... Bon, alors écoutez, apparemment, il faudrait qu'on clôture. Donc, dans les différents cas d'usage, ce qu'on peut évaluer, déjà, ce travail-là, d'analyse, de traitement sur les données, on se rend compte, en fait, qu'il y a une grosse amélioration dans les processus internes. Parce que ça permet aux différents collaborateurs de se dire, en fait, j'utilisais des applications et j'exploitais des données à l'extérieur de ces applications de manière non maîtrisée. Tout le monde sait qu'en fait, au-delà des usages classiques, par exemple d'un ERP, de nombreux utilisateurs font des exports Excel et manipulent de la donnée, en fait, avec des données éventuellement personnelles en dehors de ces applications-là. Donc, cet inventaire, ce travail sur le traitement des données, ça permet de faire ressortir ces éléments-là. On parle parfois de shadow IT. Donc, on gagne en termes internes. Pourquoi je parle d'amélioration de la relation client? Parce que on a souvent eu des démarches où, dans la relation client, ce qui est un des axes importants, c'était de dire je vais assurer de la réponse, de la réactivité, par exemple sur des problématiques de support ou de SAV. Maintenant, les clients vont, en plus des problématiques de support ou de SAV, vous demander qu'est-ce que vous faites de mes données. Donc faire des exercices de droit ou simplement vous dire je voudrais qu'on supprime mes données à partir de quelle date, où est-ce qu'elles sont passées, etc. Et cette réactivité-là, c'est un atout supplémentaire, en tous les cas un gain pour l'image de l'entreprise.